Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé. C'est un immense plaisir d'être ici dans cette très belle salle pour recevoir Céline Guivarch. Céline, vous êtes économiste au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le CIRED, directrice de recherche à l'École des Ponts. Et vos recherches portent sur les impacts économiques du changement climatique, avec peut-être cette spécification de regarder vraiment les aspects économiques, et sur les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous êtes co-autrice j'espère que tout le monde sait ce que c'est, du 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Vos recherches ont été saluées récemment par le prix Joliot-Curie en 2020. Donc on est là pour parler de réchauffement climatique, sujet éminemment joyeux. Bon, on le sait tous, hein, l'humanité fait face à une catastrophe un peu inédite et un peu nouvelle, inédite, qu'en plus elle a elle-même créée. Et donc tout le sujet de cette table ronde aujourd'hui, ça va tourner autour de ça. J'ai envie de vous demander, Céline, pour commencer, de peut-être mettre savoir un peu où on en est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait, où on va, quelle est la trajectoire actuelle dont tout le monde parle dans les médias, mais donc de votre point de vue, pour résumer, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, on en est où, Céline? Merci beaucoup. C'est un peu impressionnant d'être là tout seul, pas dans une table ronde, rencontre avec une scientifique dans un festival de science-fiction. Donc, merci pour votre intérêt. Le changement climatique, où on en est, à très gros traits, on pourrait dire oui, on l'observe, oui, c'est nous, oui, c'est grave, et oui, il y a des solutions. Si je détaille un tout petit peu, on observe, on mesure le changement climatique avec l'augmentation de la température moyenne du globe. On est à plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, mais on observe les effets en cascade de ce réchauffement climatique avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes, notamment de chaleur. Les canicules qu'on a vécues cet été sont un marqueur du changement climatique. On est capable d'attribuer, en fait, de dire qu'on est sûr que le changement climatique rend ces extrêmes, notamment de chaleur, plus probables, donc plus fréquents. Et puis des extrêmes aussi de précipitation, et puis avec des effets en cascade sur les écosystèmes dont on fait partie. On oublie peut-être que nous humains faisons partie des écosystèmes, et on observe déjà aussi ces effets-là avec des dates de floraison qui sont avancées, avec des effets sur les rendements agricoles, avec des effets sur la distribution des maladies à vecteurs, avec des effets sur la santé humaine, sur la fonte des glaciers, donc voilà, tout ça, on est capable aujourd'hui de le mesurer, de l'observer et de l'attribuer au réchauffement climatique. Par ailleurs, on est sûr que c'est intégral, le réchauffement climatique qu'on vit aujourd'hui, il est intégralement dû aux activités humaines et en particulier aux émissions de gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, qui proviennent des activités humaines et qui s'accumulent dans notre atmosphère. Et c'est le cumul notamment du CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, qui cause le changement climatique. Ce que la physique du climat nous dit aussi, c'est que tant qu'on continuera à émettre du CO2, tant que la concentration augmentera, le phénomène va se poursuivre et les effets vont s'aggraver avec chaque fraction de degré supplémentaire qui se traduit en événements extrêmes plus intenses, plus fréquents, en franchissement de seuil de tolérance pour des écosystèmes et pour les humains, en risque pour nos infrastructures, pour l'accès à l'eau, pour la sécurité alimentaire, pour la santé humaine, et que en montant comme ça chaque fraction de degré supplémentaire, en fait, c'est de plus en plus complexe à gérer parce que les risques se combinent. Alors bien sûr, il y a des solutions d'adaptation à un climat qui a déjà changé et qui va continuer à changer. Et il y a des solutions d'adaptation qui sont déjà en train de se déployer. Avec par exemple, donc on sait que les villes sont particulièrement vulnérables face aux canicules qui sont
plus fréquentes parce qu'il y a cet effet d'îlot de chaleur urbain où les villes gardent la chaleur, et en fait on sait très bien que ramener de la végétation et ramener de l'eau dans les villes, c'est une façon de rendre les villes plus vivables de rafraîchir en fait pendant les canicules. Et il y a plein d'autres exemples de solutions d'adaptation, mais on sait aussi qu'il y a des limites à l'adaptation, et c'est pour ça que ça ne peut pas être la seule réponse au changement climatique, qu'on a aussi besoin d'aller regarder, de toucher aux causes du changement climatique, donc aux émissions de gaz à effet de serre, et pour limiter l'ampleur du phénomène. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est limiter l'ampleur du phénomène, parce qu'en fait, puisque c'est le cumul qui compte, la situation va se dégrader tant qu'on n'aura pas atteint sur le CO2 zéro émission nette de CO2 à l'échelle mondiale. Donc ça, derrière, ça veut dire des transformations majeures de nos systèmes énergétiques, de nos systèmes de transport, des façons dont on se chauffe et dont on refroidit, des façons dont on produit, dont on travaille, dont on consomme, etc. Ouais, on va y venir sur les solutions, c'est bien, vous avez déjà prononcé le mot, on est content, il y a des solutions. c'est déjà super, mais donc limite c'est le thème du festival en plus, ouais. Donc on est bon là. Si on change rien, on va où ? Alors, dans les choses que la communauté scientifique fait, on fait des scénarios. Donc, c'est pas des prédictions, c'est des projections. En faisant un certain nombre d'hypothèses sur les évolutions des technologies, des modes de vie, des économies. Et on va balayer comme ça un petit peu l'ensemble des plausibles. Avec humilité, on se trompe toujours. Mais l'idée, c'est de balayer l'ensemble des plausibles pour pouvoir éclairer les décisions d'aujourd'hui, comprendre un petit peu quelles sont les implications. Et une des choses qu'on fait, c'est de faire l'hypothèse que les politiques et mesures qui sont déjà en place aujourd'hui, parce qu'en fait, il y en a, dans la bonne nouvelle, on a commencé à agir, et on a des éléments pour dire qu'un certain nombre des actions qui ont été mises en place ont permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle mondiale, ça a simplement permis de ralentir l'augmentation de la vitesse des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on a bien besoin qu'elles baissent pour atteindre zéro à un moment donné. Mais donc, il y a déjà des actions en place, et si ces actions en place sont poursuivies, on peut projeter que ça conduit à des émissions qui sont un petit peu à la hausse, stagnantes, et qui, si on projette ça sur tout le siècle, nous amène autour de 2,7 degrés en moyenne mondiale à la fin du siècle. Alors, on utilise beaucoup la température moyenne du globe comme un indicateur, mais en fait, ça parle à personne, et personne subit cette température-là. Ce qu'il faut voir, c'est que pour une température moyenne du globe, en fait, ça se traduit en des températures plus élevées sur les continents, parce que les océans se réchauffent plus lentement. Et ça conduit aussi à des réchauffements plus élevés, à des latitudes plus élevées, et souvent à des étés aussi plus élevés. Et en fait, ce qui compte, c'est ce que j'expliquais, les effets en cascade, donc les événements extrêmes, le plus intenses, plus fréquents, etc. Et voilà. Ce qu'on est aussi capable, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend aussi ce que les différents États du monde ont mis sur la table comme promesse, en fait, dans le cadre de l'accord de Paris, qui est l'accord international sur le changement climatique, où les États ont mis ce qu'on appelle des contributions déterminées nationalement. Parce que chacun finalement dit, bon ben voilà, moi, pour l'instant c'est à l'horizon 2030 que les États disent quelque chose. Voilà. Et quand on prend la somme de tout ce que tout le monde a mis sur la table, ça nous amène à des émissions qui restent à peu près à leur niveau d'aujourd'hui. Donc ça permet de mettre en évidence un premier écart entre les politiques et mesures qui sont déjà en place et les promesses qui sont sur la table. Et donc ça veut dire qu'il y a besoin davantage, d'approfondir en fait les politiques et mesures qui sont sur la table pour ne serait-ce qu'atteindre nos promesses, mais qui ne sont que une
stabilisation des émissions à l'horizon 2030. Alors qu'on fait aussi des scénarios, des trajectoires en fait, d'émissions de gaz à effet de serre compatibles avec stabiliser l'augmentation de la température moyenne du globe en dessous de 2 degrés ou même en dessous de 1,5 degré, avec une certaine probabilité. On pourra en discuter, et ces trajectoires-là, en fait, elles passent par, alors pour celles qui sont compatibles avec rester en dessous de 2 degrés, par une réduction d'à peu près 30% des émissions mondiales en 2030, et pour 1,5 degré, à peu près une division par 2 des émissions mondiales. Donc voilà, et là, on met en évidence un deuxième écart, et qui est le plus gros, en fait, entre les promesses que les États ont mis sur la table et là où il faudrait être pour être compatible avec les objectifs que les États se sont eux-mêmes donnés dans le cadre de l'accord de Paris qui se donne pour objectif de rester bien en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère. Donc il faut aller encore bien plus loin que ce qui a été promis, quoi. Donc il va falloir faire mieux, ouais. Alors avant peut-être qu'on essaie de faire mieux et qu'on parle des solutions, parce qu'il y a plein de choses à déployer, j'aimerais bien vous interroger un peu sur votre parcours à vous, parce que vous avez fait des études d'ingénieur, une thèse en économie, pas en écologie, en économie. Et donc je m'interroge comment vous est venu l'intérêt pour la cause climatique, et on va voir que l'économie est en fait un des paramètres à prendre en compte évidemment quand on bâtit des stratégies et des trajectoires. Mais vous, peut-être au niveau même personnel, comment ça vous est venu cette... C'est une bonne question. Je pense que déjà, en fait, moi j'étais adolescente dans les années 90. Et dans les années 90, on parlait quand même déjà de problèmes environnementaux globaux. Alors c'était plus le trou dans la couche d'ozone, la question des pluies acides, la question de l'eau aussi. Et c'est vrai que j'étais sensible à cette question-là. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai grandi à la campagne et aussi à observer la nature autour de moi et un peu aussi la tête dans les étoiles avec de réaliser qu'on est sur un petit vaisseau, la planète Terre, qui est assez extraordinaire, et que c'est un tout petit vaisseau qui est fragile, etc. Et donc, voilà. Donc, je pense que j'avais ça déjà enfant. Et puis bon, j'aimais bien les sciences. Et puis donc, j'ai fait une prépa parce que pourquoi pas. Et puis j'ai fait une école d'ingénieur assez généraliste donc en tout début des années 2000. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours sur le changement climatique. Et je pense que là, je me suis dit, c'est quand même un vrai sujet. Et j'aimerais bien contribuer sur ce sujet-là. Puis j'ai eu la chance de faire une année de césure dans mes études, où je suis partie en Asie centrale. Alors j'aurais pu faire ce constat-là en France, certainement, mais peut-être que décaler son regard, ça aide à voir les évidences. Et en fait, en Asie centrale, donc, je travaillais pour un projet sur les questions de changement climatique. Et où à la fois l'Asie centrale est très vulnérable au changement climatique, et notamment la chaîne des Tian Shan, qui est le château d'eau de la région, où il y a énormément de tensions sur les usages de l'eau pour d'autres raisons. Mais donc déjà on voyait des impacts du changement climatique extrêmement forts, avec des conséquences sociales, économiques. Et un certain nombre des pays d'Asie centrale, et notamment le Kazakhstan, où moi je vivais, a une économie en fait qui est très intensive en énergie fossile. C'est un pays d'extraction de charbon, de pétrole, et avec une industrie intensive en énergie et en charbon. Et finalement, on voit que, j'ai pu voir que le changement climatique était à la fois une menace pour nos sociétés et nos économies, et qu'en fait, ça remettait en cause le fonctionnement de nos économies. Et c'est là que je me suis dit, je veux faire une thèse en économie pour aller regarder cette question-là. Et puis je suis tombée dans la marmite de la recherche et j'en suis pas sortie.
Pour le plus grand bien de tout le monde, je pense. Donc un mélange d'éducation, et donc on est ravis d'apprendre que déjà en 2000, dans les écoles d'ingénieurs, des gens enseignaient le réchauffement climatique, ça nous amène ici. Et j'espère que ça continue d'ailleurs, ça continue, non? C'est même de plus en plus, je crois. Oui, de plus en plus. Et de plus en plus avec des... Enfin, parce que c'est une chose de comprendre la physique du climat. Je pense que pour des ingénieurs, et puis pour finalement dans toutes les formations, voir aussi comment les métiers se transforment à l'aune du changement climatique, comment les différents métiers peuvent contribuer à l'adaptation au changement climatique et aux solutions d'atténuation. Et donc, il y a en ce moment une effervescence un petit peu de transformation des... Alors, je connais plus dans les écoles d'ingénieurs, mais de transformation des cursus pour pouvoir donner des outils pour agir, en fait. Donc, mélange d'éducation et de constat aussi, votre expérience au Kazakhstan. De voir et de vivre de ses yeux, de vos propres yeux. Voilà, je pense, et on le voit bien. Par exemple, cet été en France a été particulièrement marquant, et je pense que le discours sur le changement climatique, il est quand même, il est en train d'évoluer, notamment parce que on est rentré dans un moment où on vit des choses qui sortent de la variabilité naturelle du climat et qui, il y a un côté un peu effarant. Cet été, il a fait 40 degrés en Bretagne. Moi, je suis originaire de Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, 40 degrés, ça paraît complètement effarant. Et voilà. Donc, oui. Oui, donc aujourd'hui, tout le monde le voit, tout le monde fait le constat. Il n'y a pas besoin d'aller au Kazakhstan pour. Non. Et donc, on peut espérer que que les consciences de tout le monde s'élèvent grâce ou à cause de ça, plutôt. Peut-être je ne sais pas si tout le monde sait exactement comment ça fonctionne, le GIEC, parce que vous êtes très nombreux, des experts de plein de pays différents. À la fin, vous pondez un rapport qui est épais, conséquent et avec beaucoup d'informations. Comment vous procédez pour travailler tous ensemble et arriver à ces analyses et ces conclusions et ces propositions de solutions En fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc le GIEC a été créé en 1988 dans un cadre sous l'égide de l'ONU, et les membres du GIEC, c'est pas des scientifiques, les membres du GIEC, c'est les États. Et la mission du GIEC, c'est à intervalles réguliers, de faire un état des lieux des connaissances sur le changement climatique, la compréhension des mécanismes physiques, la compréhension des effets du changement climatique pour les écosystèmes, pour les sociétés humaines, la compréhension des solutions d'adaptation et d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la façon dont le GIEC fait cet état des lieux des connaissances, c'est en faisant une évaluation et une synthèse de la littérature académique dans des rapports. Et donc, quand il y a un rapport, la production d'un rapport, ça prend à peu près 3 ans. Et au début de la production d'un rapport, il y a un appel à auteurs. Donc, les scientifiques qui souhaitent contribuer peuvent candidater. Puis on est sélectionné en fonction de notre CV scientifique, donc les publications qu'on a faites, avec la sélection est faite pour aussi essayer d'avoir une diversité des disciplines scientifiques représentées, avec des ingénieurs, des économistes, des sociologues, des géographes, pour couvrir le champ des connaissances, d'essayer aussi d'avoir une diversité géographique, avec des difficultés, parce que la communauté scientifique est plus importante au nord, on va dire, et donc il y a vraiment une question aussi d'inclusion de la communauté scientifique des pays du Sud pour avoir accès à cette connaissance et avoir aussi cette voie-là. Et puis, dans la sélection, ils essayent aussi d'avoir un équilibre des genres, même si c'est finalement ce qui est le moins bien, où ils arrivent le moins bien. Il y a à peu près 30% de femmes auteurs, autrices.
dans les rapports. Et donc, quand il y a une sélection comme ça, donc sur un rapport, on est à peu près 300 scientifiques. Donc, moi, j'ai contribué au 3e volet du rapport du GIEC, celui sur l'atténuation. Donc, on était 278, je crois, de 65 pays différents. Et on travaille sur des chapitres. La table des matières, elle a déjà été en fait proposée, négociée dans le cadre d'une assemblée générale du GIEC avec les États et donc approuvée. Et on travaille sur la base de la table des matières. On est donc répartis par chapitre en fonction de nos compétences. Et ce qu'on fait, c'est qu'on produit une première évaluation de la littérature scientifique. Et puis, il y a tout un cycle en fait, de travail qui est très formalisé, qui est très collectif, qui est complètement transparent, où on produit une première mouture en fait, d'évaluation, puis ça c'est ouvert à la relecture par l'ensemble des experts qui souhaitent relire et qui peuvent faire des commentaires. Tous les commentaires, en fait, ensuite, on les reçoit et on doit répondre à l'ensemble des commentaires qu'on reçoit, produire une deuxième mouture, etc. Jusqu'à... donc, on fait ça 3 fois. Et puis, il y a la version finale. Et avant la publication du rapport, il y a... une session en assemblée générale du GIEC d'examen et d'approbation du résumé à l'intention des décideurs, qui est... alors c'est toujours les auteurs qui tiennent la plume et qui ont le dernier mot, mais c'est négocié mot par mot avec l'ensemble des États membres du GIEC, et c'est négocié au consensus onusien. C'est-à-dire que chaque mot du résumé à l'intention des décideurs, il est approuvé par l'ensemble des États. Ça veut aussi dire que si vous voulez avoir ce qui a été écrit, il y a aussi un résumé technique qui, lui, n'est pas approuvé mot par mot. Et donc c'est peut-être celui-là qu'il faut lire si vous voulez. Et puis il y a les chapitres qui, eux, enfin voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc ça prend pas mal de temps, non, tout ça? Oui, ça prend pas mal de temps. Après, il faut voir que les scientifiques qui participent à l'écriture des rapports, on reste à 100% payés par notre employeur. Donc moi, en l'occurrence, c'est l'école des ponts et chaussées qui m'a laissé utiliser une partie de mon temps à contribuer à ce rapport du GIEC. On n'est pas du tout payé par... Ouais, c'était un point que je voulais aborder. Ouais. Donc on vous demande de faire la synthèse de l'état de l'art auquel vous contribuez par ailleurs avant d'arriver dans les comités du GIEC, mais le GIEC ne finance pas lui-même d'études sur le climat. Non, c'est même important. Non, le GIEC ne produit pas de connaissances, le GIEC évalue l'état des connaissances. Et donc, pour donner, je crois que collectivement, on a évalué un peu plus de 18 000 articles scientifiques dans le volume sur l'atténuation. Je crois qu'on a répondu à plus de 65 000 commentaires et tous les commentaires sont rendus publics et toutes les réponses aux commentaires sont aussi rendues publiques. Merci pour tout ce travail. Donc oui, mais c'est un travail qui est assez faramineux, mais ça rend le processus assez robuste en fait. Alors maintenant qu'on sait un peu comment ça marche, comment vous arrivez à produire ces rapports, on peut peut-être essayer de parler des solutions alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui doit faire quoi? Alors, je peux vous lancer sur certains qui, si vous voulez. Les politiques, par exemple. Que doivent faire les politiques Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'êtes pas obligé de partir sur les politiques. Hein. Il y a deux choses qu'il faut... cette question du changement climatique. Il y a déjà des effets du changement climatique et on sait que ça va continuer à empirer, au moins pour les 2 décennies qui viennent. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter à un climat qui a déjà changé, qui va continuer à changer. Donc ça veut dire rendre moins vulnérables nos infrastructures, nos villes, nos sociétés
à des événements qui sont des événements extrêmes qui sont plus intenses, plus fréquents. Ça veut dire, donc, par exemple, les villes, ramener de la végétation, de l'eau, toute la question aussi des villes sur le littoral, avec la question de la montée du niveau de la mer. Il y a adapter nos agricultures à ce climat qui change. Donc voilà. Ça c'est faire avec, donc ça va arriver. Ça c'est faire avec. Et il y a à la fois des actions qui sont finalement mettre en place des systèmes d'alerte précoce, mettre en place. Il y a des choses qui passent par des infrastructures de protection, il y a des choses qui passent par des transformations des pratiques agricoles, par exemple. Il y a dans, je sais pas, la gestion forest, par exemple, nos forêts en France, dépérissent, notamment du fait du changement climatique. Donc ça pose la question quelle essence planter, comment gérer des forêts, enfin, etc., etc. C'est faire avec, et puis c'est aussi organiser la solidarité face à ces impacts du changement climatique qui touchent de façon différenciée les différents territoires, qui souvent exacerbent les inégalités et les difficultés préexistantes. Donc c'est vraiment des questions, c'est des questions par exemple de systèmes d'assurance, et c'est en France par exemple, c'est aussi des questions de solidarité internationale avec les pays qui sont les plus exposés et les plus vulnérables aux effets du changement climatique et qui en plus ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause. Donc tout ça c'est vraiment des questions d'adaptation, et on peut pas faire l'impasse sur l'adaptation. Voilà. Et alors, au-delà de l'adaptation, pour essayer de vraiment régler le problème, on parle souvent soit de l'agriculture, soit des transports. Est-ce que c'est là qu'il y a le plus à faire ou... Alors, on peut après regarder d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on peut parler de la France, puisqu'on est en France, dans les grands secteurs. Le premier, alors si on regarde d'abord les émissions sur le territoire français, puis on parlera après des imports et des exports, qui est une question importante. Mais sur le territoire français, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est le secteur des transports. C'est à peu près 30% des émissions territoriales, et la moitié, c'est les voitures particulières, les voitures thermiques, qui brûlent du pétrole, en fait, pour avancer. J'espère que vous êtes venu en vélo ou en train, pas en voiture dans la salle. Et donc, une majeure partie du reste, c'est les camions qui transportent des marchandises. Peut-être on va faire le panel des secteurs, et puis on ira regarder les solutions ensuite. Ouais, ok. Ensuite, il y a trois secteurs qui représentent à peu près 19 selon les années. 18-19% des émissions sur le territoire. Il y a les bâtiments, donc pour chauffer ou refroidir les bâtiments, avec 60% de ça qui sont les bâtiments résidentiels, donc c'est finalement les chaudières à fioul et à gaz, et puis 40% les bâtiments tertiaires. Il y a, alors on pense souvent que la France est un pays désindustrialisé, c'est vrai en partie, mais l'industrie représente quand même à peu près 19% aussi des émissions sur le territoire. Donc ce qu'il y a derrière, c'est la production de matériaux de construction, notamment de ciment, la chimie et d'autres industries. Et puis il y a l'agriculture, qui représente aussi à peu près 19% des émissions sur le territoire, avec une partie importante, la moitié, qui est l'élevage de ruminants. Donc là, pour le coup, c'est pas du CO2, c'est du méthane qui est émis par les ruminants. Et puis
Dans l'agriculture, l'autre partie, c'est l'usage d'engrais azotés qui produit du protoxyde d'azote, etc. Et ensuite, les autres secteurs, on a le secteur de la transformation d'énergie, donc production d'électricité et raffinage, c'est à peu près 10% des émissions territoriales, et le reste, 4%, c'est la gestion des déchets. Donc, trier nos déchets, ça ne va pas résoudre le problème. Mais il faut le faire quand même. Mais il faut le faire quand même. Bien sûr. Mais on a bien entendu, c'est pas forcément le premier truc à faire, c'est ça? Voilà, c'est pas forcément le premier truc à faire. Donc ça, c'est pour les émissions territoriales. Si on le rapporte à la population, ça représente à peu près 6,6 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant. Et c'est un peu plus que la moyenne mondiale qui est autour de 6. Après, c'est pas les émissions qui ont lieu sur les territoires, finalement, c'est pas l'intégralité de la responsabilité des émissions. Il y a aussi des émissions qui ont lieu sur d'autres territoires pour produire des biens qui sont importés, tout comme il y a des émissions qui ont lieu sur notre territoire pour produire des biens qu'on exporte. Mais quand on fait le bilan en net, on est très fortement importateur net d'émissions de gaz à effet de serre, et à ce moment-là, on va parler d'empreinte carbone, et l'empreinte rapportée à la population, on est plutôt à 9 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an. Un tiers vient de l'extérieur et 2 tiers est produit Exactement. En France, Exactement. Donc voilà un peu pour le panorama d'où viennent les émissions. Ensuite, on peut aller vers des solutions, enfin peut-être pas sur toutes, mais alors prenons peut-être les transports finalement, puisque c'est le premier secteur, et qui est aussi en France. Les émissions sur le territoire français sont à la baisse. Il y a quelques pays, quelques dizaines de pays même, où les émissions territoriales sont à la baisse. En France, alors il y a des années où ça remonte un petit peu, mais en tendance, finalement, depuis 1973 et le premier choc pétrolier, les émissions sont à la baisse. Et même en prenant en empreinte, l'empreinte carbone de la France est à la baisse depuis au moins 2010, probablement. Néanmoins, la baisse n'est pas assez rapide par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, etc. Bon, on a dit 6 tonnes par habitant. Il faudrait combien pour... En net, il faut atteindre 0. 0. Vous l'avez? Oui. C'est ça, je voulais... Les transports, en fait, c'est le seul secteur où les émissions sont aujourd'hui plus élevées qu'en 1990, et où c'est un des plus difficiles à réduire, parce que ce qu'il y a derrière, c'est qu'on a une poursuite de l'augmentation des distances parcourues. On a aussi, sur ces dernières années, tous les gains d'efficacité des moteurs des véhicules qui a été complètement gommé par l'alourdissement des véhicules. Le report modal notamment sur les marchandises, entre le routier et le rail se fait pas. Donc voilà, et donc c'est un secteur où c'est difficile. Dans le rapport du GIEC et en recherche d'une façon générale, on peut proposer des classifications, des solutions, après chaque classification a ses limites, mais bon, on utilise souvent éviter, transformer, améliorer, et dans cet ordre-là. Donc éviter, c'est éviter des déplacements de personnes ou de marchandises. Derrière, éviter, ça peut être repenser l'urbanisme et l'organisation de nos territoires pour que finalement on puisse accéder à l'éducation, à la santé, au commerce, etc., sans avoir besoin de parcourir énormément de distance. Ça peut être repenser les chaînes logistiques pour éviter de déplacer des marchandises sur des milliers de kilomètres. Ça peut être, et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid, certains déplacements peuvent être évités par le télétravail.
si ça ne conduit pas à un effet rebond où finalement ça conduit à s'éloigner encore plus de son travail et finalement à pas tant que ça réduire les distances. Mais donc il y a différents leviers là pour éviter certains déplacements. Ensuite, transformer, alors sur les transports, c'est reporter des déplacements qui ont lieu dans les modes les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc les modes les plus émetteurs de gaz à effet de serre, hein, c'est l'avion et la voiture, vers des modes moins émetteurs, le train, les transports en commun, ou pas émetteurs du tout, le vélo, la marche. Et derrière ça, il y a évidemment des choix individuels, mais il y a surtout des choix collectifs en fait, de transformation, enfin, d'investissement pour transformer nos infrastructures et pour rendre accessibles les alternatives à tous. Et ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que y a aussi des bénéfices autres que sur le changement climatique, notamment sur l'amélioration de la qualité de l'air en ville, sur l'amélioration de notre santé, parce qu'on est trop sédentaire et de se remettre un peu sur des vélos ou à marcher, ça peut faire d'une pierre deux coups, etc. Donc voilà, éviter, transformer et puis améliorer les véhicules, avoir des véhicules qui sont plus légers et donc plus efficaces, qui sont électrifiés si la production d'électricité est elle-même peu intensive en émissions, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est bien ce panel de solutions qu'il faut mobiliser ensemble. Alors il y a un petit peu des curseurs selon les territoires, selon etc. Mais on ne peut pas imaginer que une seule des solutions va résoudre à lui seul le problème. Mais il ne faut surtout pas penser que c'est à l'autre de faire de faire sa solution et pas à soi aussi. Donc, alors oui, ça c'est un grand classique. C'est un des grands classiques. En fait, dans les discours autour du changement climatique, on a quand même de moins en moins des discours qui nient la réalité du changement climatique ou même son origine anthropique, humaine. Mais par contre, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des discours du délai qui finalement cherchent, alors consciemment ou inconsciemment, à différer l'action ou à pointer vers des actions minimes. Et parmi les discours du délai, il y a des discours de redirection de la responsabilité qui peuvent être ah oui mais c'est pas nous, c'est les Chinois, ou ah oui mais c'est pas nous, c'est les grandes entreprises, ou ah oui mais c'est pas nous, mais c'est l'État, et finalement ça contribue à ralentir l'action alors qu'on est face à une urgence. Ouais, donc tous les acteurs doivent faire des choses. Moi, j'ai peut-être deux questions avant de passer sur un autre sujet. C'est tout ça, ça a un coût, et je pense que vous êtes une des spécialistes de l'estimation du coût que ça a. Est-ce que ça coûte très cher ? On a vu en plus récemment que des événements qu'on n'avait pas prévus peuvent changer dramatiquement le coût de certains composants du réchauffement climatique. Donc on en est où au niveau du coût ? Ça va nous coûter très très cher, ou c'est en fait pas si cher que ça ? Alors, en fait, à nous, ou plutôt aux États Ouais, alors en fait, dans les évaluations économiques qui sont faites, on met en regard le coût de l'action, donc les investissements pour transformer nos infrastructures, nos modes de production, etc., et les bénéfices de ces actions-là, qui sont les dommages du changement climatique évités. Et aujourd'hui, on est capable de dire que les bénéfices sont plus importants que les coûts. Alors, ils ne sont pas tout à fait en même temps. C'est pas la même temporalité. Donc il y a une question d'être capable de prendre en compte le long terme, mais le diagnostic, c'est que le coût de l'inaction, il est plus grand que le coût de l'action. Après, ce que vous dites, c'est qu'il faut payer maintenant pour ne pas avoir à payer les catastrophes dans 10, 20 ans. C'est ça. C'est ça. C'est ça.
Ce sera moins cher au total. Exactement. Par ailleurs, il y a d'autres. Alors, il y a ce qu'on appelle des co-bénéfices. Justement, j'en parlais un petit peu sur la santé, par exemple, qui sont un peu plus locaux et un peu plus immédiats, qui font encore davantage pencher la balance en faveur de l'action. Ce qui me semble assez clé, en tout cas dans les évaluations macroéconomiques des investissements pour ces transformations. D'une part, en termes d'investissement, c'est pas tant de mobiliser un capital supplémentaire, mais c'est de réorienter des investissements qui aujourd'hui se font encore massivement vers les énergies fossiles. Donc c'est pas qu'on manque de capitaux et de liquidités, c'est vraiment de les réorienter. Et donc ça pose tout un tas de questions de comment on fait ça, quelle politique publique, quelle régulation, comment on prend en compte les risques, etc. Enfin, c'est des vraies questions, mais c'est pas un manque d'argent en fait pour faire ça. Et ensuite, quand on regarde plutôt des évaluations sur l'emploi par exemple, ou sur en fait, il y a des activités qui augmentent dans ces transitions-là. Quand on doit rénover thermiquement un parc de bâtiments qui est très grand, c'est de l'emploi. Quand on doit installer de l'énergie renouvelable, etc. Donc, il y a des activités qui augmentent. Et à l'inverse, il y a des activités qui disparaissent dans ces transitions-là. Et c'est plus ça que l'effet net qui compte. Et donc, c'est plus une question de certaines activités, certains territoires et ces transformations qui sont à accompagner et qui posent des questions de formation, de reformation, d'accompagnement des personnes et finalement de solidarité aussi dans ces transitions-là. Voilà. Et peut-être ma dernière question, avant d'aller vers un sujet un peu plus léger, c'est donc, on a dit que tout le monde devait agir. Nous, citoyens, citoyennes, quel est le premier truc, enfin les premières choses qu'il faut qu'on fasse pour contribuer positivement à tout ça? Y a plein de choses. Citoyens, citoyennes, on peut voter. On peut, une façon de rentrer, même si, je disais oui, c'est pas une question d'action individuelle, c'est vraiment une question de transformation des systèmes, mais oui, mais ça commence quand même aussi par des transformations individuelles et puis en se mettant ensemble et puis etc. Donc on peut aussi faire un bilan carbone de ses propres modes de consommation. Oui, c'est assez simple à faire. Hein. Il y a des sites web sur lesquels vous pouvez répondre à quelques questions. L'ADEME, par exemple, qui a nos gestes climat qui propose de faire comme ça un bilan et on peut se rendre compte finalement un petit peu où sont les grandes masses et ça peut donner une idée d'où est-ce qu'il faut agir en priorité. Après, on peut aussi s'informer auprès de sources fiables, partager cette information le plus largement possible. Si on a la chance d'avoir une petite épargne, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'elle finance cette épargne-là et aller embêter sa banque pour savoir si ça finance des énergies fossiles ou plutôt des solutions et si la banque n'est pas capable de répondre, faut en changer. On peut aussi s'impliquer sur son lieu de vie ou sur son lieu de travail ou d'études pour initier des mouvements aussi de réflexion et de transformation des activités de sa ville ou voilà. Donc, vous avez tout bien noté, c'est bon. je peux vous faire une to-do list si vous voulez, mais quelque part aussi devant l'immensité de la tâche et peut-être la situation qui peut paraître un petit peu sombre, on peut avoir tendance à se sentir un peu découragé et un peu seul. J'ai quand même l'impression que quand on est dans l'action et dans le collectif, c'est là où on trouve du sens. Et donc, voilà. Très bien. Donc là, on est aux Utopiales, il y a beaucoup de sciences. C'est aussi un festival avec de la littérature, du cinéma, du jeu vidéo, plein de médias, de la bande dessinée. Qu'est-ce que vous pensez que ces médias peuvent apporter à la cause climatique ? Est-ce que ça peut permettre de prendre conscience
véhiculer les bons messages? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Oui, oui, bien sûr. Après, je pense qu'il faut faire attention aussi à pas instrumentaliser la science-fiction ou les arts d'une façon générale. Mais je pense que ce qu'ils savent faire et que nous, scientifiques, on sait moins bien faire, c'est convoquer les émotions, en fait. Et qu'on sait très bien que, enfin là, pour le coup, c'est les sciences sociales qui nous disent ça, c'est que la connaissance, elle ne suffit pas pour agir. C'est parfois un préalable, mais pas toujours. Et que l'art peut, parce qu'il nous touche dans ce qu'on a de plus... voilà, dans nos émotions, dans ce qu'on a de plus intime, nous faire réagir et nous faire voir les choses aussi autrement que ce qu'on appréhende de façon peut-être plus analytique et rationnelle par la recherche. Donc oui, je pense qu'il y a un rôle énorme. Et puis, alors moi, je vois vraiment des ponts avec ce que dans mon métier, où quand on fait des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on fait des scénarios. Et donc, avec, alors c'est moins rigolo que, ou disons qu'il y a moins de, voilà, il y a moins d'émotions, il y a moins de chair humaine aux personnages de nos scénarios, mais on travaille quand même sur des matériaux qui sont très proches. Ouais, on peut peut-être parler de ce petit bouquin là qui est né aux Utopiales, qui s'appelle Nos Futurs, dont le président du festival est un des anthologistes, qui mélange des textes de gens comme vous, qui sont des spécialistes du climat, et des textes d'auteurs de science-fiction, et qui donc justement apportent les deux éclairages, à la fois scientifiques sérieux, les chiffres c'est ça, voilà ce qui se passe, ça, et l'aspect peut-être plus à la fois narratif et émotionnel. Moi je trouve ce genre d'expérience assez fabuleuse. On avance bien là. On va peut-être voir si vous avez beaucoup de questions. On voit pas bien la salle, si l'éclairage peut basculer un peu. Alors, levez pas la main tout de suite. Je vais d'abord moi vous poser une question. Qui a déjà fait un bilan carbone personnel ici? Ouais, donc on est dans une population assez éveillée. Je pense que c'est pas le cas partout du tout. Et donc dites-le à vos amis, et ceux qui n'ont pas levé la main, faites-le juste après la conférence là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas qui fait tourner les micros. Ouais, je vous laisse décider. Oui, bonjour. Bonjour. Une de mes inquiétudes aussi, c'est la répartition du charbon dans les différents pays. La science-fiction a prédit parfois dans certains livres une future guerre du charbon. Comment le GIEC affronte cette question du charbon, puisque les pays qui ont cette source d'énergie ne sont pas prêts de s'en défaire, ne pas faire usage? Alors, avant que Céline réponde, je vous offre Nos Futurs, vous venez le chercher. Je l'ai déjà, merci beaucoup. Alors, le prochain, enfin non, je vous l'offre et vous l'offrez à quelqu'un. Alors, sur le charbon, c'est l'énergie fossile qui a le plus d'émissions par quantité d'énergie produite. Donc, c'est quelque part la pire des énergies fossiles. Les autres étant le gaz, le pétrole et le gaz qu'on appelle naturel, mais qui est le gaz fossile. Et ce qu'on, donc déjà quand on fait une évaluation de l'ensemble des infrastructures déjà existantes pour l'extraction et la transformation des énergies fossiles dans le monde, si celles qui sont déjà existantes, on les utilise jusqu'à la fin de leur durée de vie technique, on sature le budget d'émissions qui correspond à un réchauffement de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc on a trop d'énergie fossile sous nos pieds, et il faut qu'on arrive à en laisser dans le sol, et en particulier du charbon.
dans les scénarios qui sont par exemple compatibles avec 1,5 degré, le charbon, l'usage du charbon dans le monde, il est divisé par 2 à l'horizon 2030, dans 8 ans. C'est faramineux. Ça veut dire que tout investissement supplémentaire aujourd'hui dans du charbon, mais en fait aussi dans du pétrole et du gaz, c'est ou bien aller au-delà de notre budget carbone, ou bien créer des investissements échoués en fait qu'on va pas rentabiliser. Donc c'est hyper risqué d'une façon ou d'une autre. Après, il y a la question des territoires qui dépendent et des personnes en fait, dont le métier et autour en fait, qui dépendent de ces énergies fossiles. Et puis aussi, il y a la question de l'accès à l'énergie et notamment à l'électricité pour une part importante encore de l'humanité qui n'a pas accès à l'électricité, par exemple. Et parfois, le charbon reste les investissements qui sont encore faits, alors que bien souvent, les énergies renouvelables, et notamment le solaire, est rentable par rapport au charbon. Donc ça pose aussi la question des choix qui sont faits, des réglementations, et puis je pense que ça pose fondamentalement la question de l'équité et du droit au développement et de l'accès au développement pour l'ensemble de l'humanité, qui pose la question de comment concilier ce droit-là et ce besoin de développement pour une partie importante de l'humanité avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ça nous fait mettre le doigt sur la question des inégalités. Peut-être un point positif dans ce sens-là, le coût des énergies alternatives a diminué drastiquement. Oui, ça c'est dans les bonnes nouvelles dans le rapport du GIEC, et quelque chose qui est nouveau par rapport au 5e rapport d'évaluation, c'est que cette dernière décennie, donc je disais qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont mises en place à différentes échelles, locales, nationales, etc., et qui ont permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, et qui ont permis aussi de commencer à déployer des solutions qui, en se déployant, on a appris, et donc c'est, avec une échelle plus grande, et l'expérience en fait, c'est moins cher. Donc c'est le cas pour les énergies renouvelables, solaires et éoliens, qui en 10 ans le coût d'installation a été à peu près divisé par 10. Donc c'est extrêmement important. Sur les batteries, notamment de véhicules électriques, c'est sur 10 ans aussi une réduction de 85% du coût. Donc après, je ne suis pas en train de dire que le véhicule électrique est la solution unique, et que ça pose la question des ressources minérales, ça pose la question aussi même de la place de la voiture, pour d'autres raisons, la place de la voiture dans nos villes, etc. Mais ça fait sans doute partie de la solution, une fois qu'on a évité les déplacements qu'on peut éviter, qu'on a reporté sur d'autres modes les déplacements qu'on peut reporter sur d'autres modes, et voilà. Donc il y a quand même des solutions qui sont en train de se déployer et qu'on apprend en le faisant. Un peu de positif, c'est bien. Ouais, autre question. Oui, moi je suis. Bonjour. Non, il y a quelqu'un qui a le micro, je pense que vous l'avez après. Ma question c'était sur vous parliez de les initiatives. Je suis là. Les initiatives citoyennes et personnelles qui, visiblement, vous disiez, c'est pas trier ses déchets, c'est bien, mais c'est très petit. Et comme vous disiez, notre bulletin de vote, mais malheureusement, je trouve qu'on a beau faire beaucoup de choses, l'État a quand même une part énorme à jouer, puisque vous parlez également des inégalités. Typiquement, vivre en ville aujourd'hui, ça coûte cher, et tout le monde n'a pas forcément les moyens de vivre, que ce soit pour louer ou pour acheter. Ça demande aux gens de s'extraire des villes, et donc de ne pas forcément avoir accès à des transports, ou en tout cas des transports qui n'ont pas une régularité qui leur
permettre d'aller travailler en ville, puisque c'est là qu'il y a la majeure partie du travail. Donc ça reporte au télétravail. Est-ce que le télétravail est vraiment une solution, puisqu'on sait que les visios demandent aussi énormément de bandes passantes et des serveurs gourmands. Et donc, voilà, finalement, il y a des volontés d'initiatives citoyennes, mais qui sont, si elles ne sont pas tues, qui sont même réprimées, quand on voit les marches pour le climat ou les conventions citoyennes qui ne sont même pas écoutées. Donc en fait, finalement, c'est un peu désespérant. On a envie de faire beaucoup de choses à notre niveau en tant que citoyen et individu, mais on est quand même, mine de rien, extrêmement assujetti aux choix, aux volontés et aux initiatives de l'État à un niveau assez élevé, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On continue, non? C'est ça? Je sais pas, on se révolte. C'est un bon scénario, ça. On a besoin que finalement ça bouge de partout. C'est une question pour les citoyens, c'est une question pour les collectivités territoriales. Je pense que les entreprises, elles ont à bouger aussi, et certaines ont à bouger, et que finalement le cadre général, finalement l'impôt, la redistribution, les politiques budgétaires, les régulations techniques, qu'est-ce qui est interdit, autorisé, etc. Bon, ça c'est plutôt au niveau de l'État, voire au niveau européen, hein, avec lequel on a encore plus de distance finalement. Et c'est bien tout ça, quelque part, qu'il faut mettre en mouvement, avec des acteurs qui ont plus ou moins de pouvoir, et pour faire bouger les choses. Je pense qu'il y a par exemple les médias qui ont pas mal de pouvoir, et les choses commencent à bouger un peu dans les médias, pas complètement partout, mais voilà. Je pense qu'à des échelles plus locales, il y a aussi des choses qui bougent davantage. Et ensuite, oui, c'est pas facile, et il y a des transformations un peu radicales, et quelque part on en est un peu là, où ça commence à bouger et il faut pousser un peu plus fort. Ce que vous dites, ça va dans la bonne direction, mais pas forcément assez vite, hein. Alors oui, c'est pas oui, ça va pas assez vite, c'est sûr. Après, ouais. Voilà. On prend une dernière question, monsieur? Oui, bonjour. J'ai peur, je suis horrifié d'une chose. On veut faire, nous, citoyens, des actions citoyennes pour lutter contre ce réchauffement climatique. Et quel est le modèle français ? Le modèle parisien, par exemple, c'est organiser les Jeux Olympiques dans les 20 à 25 milliards d'euros et une charge carbone, une émission carbone affreuse. Donc, est-ce que c'est de la folie d'organiser en pleine crise climatique, en pleine crise énergétique et en pleine guerre et en pleine pandémie, les Jeux Olympiques? Merci. Et ceux de Paris ne seront pas les pires. J'ai pas dit qu'ils étaient bien, hein. Oui, bon, moi je suis vraiment pas spécialiste de ces questions-là. On voit que ce soit les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde ou d'autres grands événements sportifs qui posent des questions, en fait, des deux côtés, hein, avec à la fois l'impact en termes d'émissions et d'environnement plus largement de ces grands rassemblements-là, beaucoup du fait des déplacements de partout dans le monde que ça génère. Et aussi la question des impacts du changement climatique sur ces événements-là, avec, je sais qu'à Paris, ils ont très très peur qu'il y ait une vague de chaleur majeure pendant les Jeux Olympiques, avec des conséquences sanitaires très complexes à gérer. Et on a vu la même chose sur le Tour de France, où ils étaient obligés d'asperger d'eau, ou encore les sports d'hiver. Donc, je pense que finalement le sport
un endroit où à la fois il a une empreinte environnementale et sur le climat forte, ou en tout cas certains types de sports, je pense que, et subit aussi les impacts. Je pense que dans le sport, il y a des valeurs qui peuvent au contraire être quelque part porteuse de solutions. Il y a le côté de dépassement, d'aller chercher les choses. Il y a un côté solidarité aussi dans le sport, je pense. Et quelque part, on peut imaginer que ce secteur-là pourrait se transformer et avoir aussi un rôle de modèle pour transmettre des choses sur les solutions. Alors bon, pour l'instant c'est pas complètement le cas, mais on peut toujours rêver un peu. Bien, malheureusement le temps est passé vite et le temps imparti est terminé. Je pense qu'on peut te remercier, Céline, pour cette rencontre.